Donc bonjour Kevin. Bonjour. Donc cette vidéo va permettre de rassurer et de vraiment répondre à toutes les questions que les personnes peuvent se poser sur l'hypnose ericksonienne. D'accord. Ok. Donc si tu veux bien te présenter déjà pour, pour les personnes qui ne te connaissent pas, savoir un peu ce que tu fais. Bon, il y a beaucoup de choses, mais peut-être pour faire le plus simple, je m'occupe d'une école de formation. Je suis formateur en hypnose et on forme des praticiens. Beaucoup dans l'accompagnement, certains dans le domaine médical, certains dans le domaine de l'enseignement. Donc des choses assez variées. Et puis d'autres encore, à utiliser un outil qui est l'hypnose. On va dire l'hypnose moderne, pas l'hypnose de spectacle, une hypnose qui est beaucoup plus basée sur le fait d'explorer notre inconscient. Voilà, puis j'écris quelques livres sur le sujet, et puis je pratique évidemment en tant qu'accompagnant. D'accord. Donc tu as une école donc l'Arche à Paris. Tu as aussi, tu développes des antennes un petit peu partout, notamment à Genève prochainement. Oui, à Genève, à l'automne 2015. D'accord. L'école est principalement basée à Paris, mais dans d'autres villes aussi. D'accord. Et voilà, c'est une école qui a beaucoup grandi là, ces derniers temps, avec des approches assez variées, assez complémentaires. Mhm. Et une mission qui est de donner autant que possible c'est être noblesse à l'hypnose, donc de former des praticiens qui soient à l'aise, qui soient bons dans leur domaine, et qui vont porter un peu cette discipline qui a un peu souffert d'une mauvaise image quelquefois, et alors que je pense que c'est une très belle discipline qui mérite d'être développée. Tout à fait. Donc tu peux vraiment nous expliquer en quoi ça consiste l'accompagnement en hypnose ericksonienne? C'est toujours délicat de résumer les choses en quelques mots, mais l'idée c'est d'amener les gens à aller explorer ce qui se passe à un niveau inconscient. Erickson était un psychiatre qui a travaillé avec l'hypnose dans le but d'aider les gens à sortir de problématiques qu'ils pouvaient avoir. Et il a développé une hypnose qui s'est beaucoup différenciée de l'hypnose de spectacle, mais qui est une hypnose assez riche, assez variée, dans laquelle on amène vraiment les personnes à sortir de leurs habitudes conscientes, de leur routine consciente, pour aller comprendre ce qui se passe en elles. Et cette compréhension elle permet des changements, des prises de conscience, des évolutions, ou simplement vraiment de l'exploration, parce que c'est intéressant aussi d'apprendre à se connaître, tout simplement. Donc tu voudrais dire que cette hypnose-là, elle est vraiment accessible à tous? Oui. Ouais. Oui, tout le monde peut l'apprendre et tout le monde peut la vivre. C'est-à-dire que l'hypnose n'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se comprend, qu'on peut utiliser avec tout le monde, c'est quelque chose qui est naturel. Après, c'est comme tout, c'est une technique. Mhm. Et surtout, tout le monde peut vivre cet état-là, puisque c'est là aussi un état naturel, qu'on vit tous parfois quand on est accaparé par quelque chose, quand on est absorbé par quelque chose, plus ou moins fortement. Les émotions les plus fortes souvent nous entraînent dans cet état-là, mais aussi ce qui nous passionne. Un artiste en train de créer, quand on lit un livre, parfois tout simplement, on est à la frontière de cet état-là. Un hypnotiseur est quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne et qui va l'amplifier avec quelqu'un. Et, euh, et donc oui, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, oui. D'accord. Et est-ce que selon toi, on peut aborder toutes les problématiques avec l'hypnose? Alors toutes les problématiques, c'est large. C'est large. Euh, En tout cas, quand je pense à ça, c'est des problématiques plus lourdes de type anorexique ou dépressif. En fait, en hypnose, on ne travaille jamais sur une pathologie ou un Mhm. problème. On va travailler sur qu'est-ce qu'il faut à la personne pour évoluer dans sa vie. Oui. Au fond, on va travailler sur le mental. C'est-à-dire qu'une personne peut, par exemple, être anorexique. On ne va pas lui dire qu'on va régler son anorexie, c'est pas ça. Par contre, on peut travailler sur l'image qu'elle a d'elle-même, sur le rapport avec son corps, sur le rapport à ses envies, sur le rapport à ses fonctionnements, peut-être le rapport au plaisir, etc. Il y a plein de choses sans doute qui peuvent être soulevées comme question. Mhm. Évidemment, si on travaille dans ce sens-là, ça va vers un mieux-être et peut-être que ça peut aider la personne à sortir de sa problématique. Mais on n'est pas là pour soigner quelqu'un ou pour le guérir. En tout cas, c'est pas une démarche médicale. Oui. On prend la dernière question. D'accord. La dernière question, donc, par rapport aux problématiques, donc c'est vraiment plutôt à la personne qu'on va s'intéresser plutôt qu'aux symptômes. C'est ça, exactement. On demande à la personne où elle en est, vers où elle a envie d'aller, puis on voit si on peut l'aider à ça. En fait, on peut travailler sur tout ce qui est mental. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais on peut prendre n'importe quelle problématique mentale et travailler dessus, donc c'est très varié. Aider une personne à améliorer sa concentration pour l'apprentissage, c'est une chose. Aider quelqu'un à comprendre ses émotions et à ne plus se laisser submerger par une émotion, c'en est une autre. Aider quelqu'un à changer un comportement, à faire évoluer une habitude, c'est hyper important. Travailler sur l'image de soi et l'identité, c'est autre chose. C'est très très varié tout ça. C'est pour ça qu'on a des gens qui apprennent l'hypnose pour, je sais pas, pour accompagner des personnes dans leur chemin personnel. Et là, on est vraiment dans quelque chose de thérapeutique. Mais on a aussi des personnes qui apprennent l'hypnose pour aider des personnes à aller vers la performance. On est plutôt dans le coaching. Il y a des choses assez variées avec cette discipline. D'accord. Ok.
Et c'est vrai que le mot hypnose, donc ça véhicule plein de choses chez les gens. Si tu pouvais le remplacer par un autre mot Oui. qui symbolise vraiment ce que c'est que cet univers-là, en fait, ce serait une phrase, hein, c'est... En un mot, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui nous reconnecte à nous-mêmes, l'hypnose. Donc peut-être qu'on pourrait dire que, au-delà du mot hypnose, c'est une technique qui aide les gens à se retrouver complètement en eux-mêmes et à retrouver leur liberté. Dans le sens où beaucoup de nos fonctionnements sont liés à des conditionnements, des apprentissages. La plupart sont bons, beaucoup de nos apprentissages sont extrêmement positifs, mais parfois on a appris quelque chose qui nous freine un jour dans notre vie. Ouais. Quelqu'un qui a appris une peur, par exemple, peut-être qu'un jour cette peur lui a évité un problème. Mais si ensuite cette peur l'handicape, l'empêche d'aller vers quelque chose, ça devient gênant. Donc l'hypnose, c'est une tentative d'amener les gens à retrouver leur liberté personnelle et leur capacité d'action. D'accord. Et ok. Donc, selon toi, est-ce que plus une personne va pratiquer l'hypnose, l'auto-hypnose, plus ça va l'amener à justement développer peut-être un autre état de conscience un peu plus éveillé, du fait que cette partie cachée, en fait, on apprend à l'apprivoiser. Ça peut être quelque chose peut-être qui va permettre à la personne de développer d'autres capacités au niveau intellectuel, au niveau, je pense aussi au côté physiologique donc ça se passe à l'intérieur, mais puis aussi un éveil de conscience peut-être du fait d'être... Oui, sans doute, en tout cas si c'est à la recherche de la personne. C'est-à-dire que après c'est un moyen, et on accompagne la personne là où elle a envie d'aller. Évidemment, je pense que s'ils ont le choix, la plupart des gens se disent j'aimerais bien être un peu mieux dans ma vie. Après, ce mieux, est-ce qu'il est une notion d'éveil? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être une notion simplement d'apaisement? Ça peut être ça aussi. En tout cas, je crois qu'on élargit l'état de conscience. Habituellement, la conscience, elle est un peu cantonnée dans un domaine qui est très précis et très resserré. La conscience n'a pas d'action sur le ressenti, sur l'émotion, ou très peu. Elle a une action sur la pensée, et encore, on ne sait pas pourquoi une pensée nous vient. Donc la conscience, elle est dans un petit domaine assez resserré. Je pense que sous hypnose, on élargit ça. La conscience, elle va visiter des lieux où elle ne va pas d'habitude. D'où cette sensation d'élargissement de la conscience. C'est toujours cette métaphore qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, mais on pourrait penser que ce qu'on appelle notre état de veille n'est peut-être pas si réveillé que ça. Peut-être qu'on pourrait être plus réveillé que ça. Peut-être qu'il y a le sommeil, le réveil, peut-être qu'il y a encore d'autres états qui vont dans ce sens de prise de conscience de soi. Je crois que l'hypnose, elle amène ça en tout cas, elle est une possibilité pour ça. Super alors. Ok. Donc moi je suis aussi sophrologue. Quelle différence tu fais entre la sophrologie et l'hypnose dans son approche Alors déjà, il y a plein de types d'hypnose et plein de types de sophrologie. Ouais. Donc ça dépend, mais si on prend les grandes lignes, déjà il y a une histoire commune entre les deux. Milton Erickson, qui a amené l'hypnose ericksonienne, faisait partie du premier collège de sophrologie. Donc il y a une vraie correspondance entre les deux, qui avait été basée à Nancy, c'est la ville historique de l'hypnose. Donc les deux sont nés d'une même volonté d'aller explorer des états de conscience. Caicedo était hypnotiseur avant d'inventer la sophrologie. Donc je pense qu'il y a cette même inspiration. Ensuite, il n'y a peut-être pas le même rapport à l'inconscient dans les deux. Dans la sophrologie, souvent on va apprendre aux personnes à passer par certains cheminements intellectuels, mentaux. Dans l'hypnose, on va vraiment aider les gens quelquefois à laisser leur inconscient faire tout. Je pense que c'est pas la même place qu'on donne à l'inconscient. Peut-être quelque chose qui est plus maîtrisé, je trouve, en sophrologie, peut-être quelque chose qui est plus créatif, peut-être en hypnose. Tout à fait, ouais. Mais après, il y a plein de sophrologues qui utilisent des outils qui sont au fond très proches de l'hypnose. Oui. Il y a plein d'hypnotiseurs qui se rapprochent quelquefois des protocoles, qui rendent ça un peu structuré aussi. Donc c'est pour ça que ça, c'est une différence théorique dans la pratique. Il y a peut-être aussi une autre différence, c'est peut-être qu'on ne va pas chercher exactement les mêmes états de conscience. Dans les deux, il y a la notion qu'un état modifié de conscience est important. Dans l'état d'hypnose, on va parfois chercher vraiment des états où la personne part très très loin, même si ce n'est pas une nécessité, mais on peut aussi aller vers ça. Si on sent en tout cas qu'il faut approfondir, on peut se permettre d'approfondir, quitte à aller créer des régressions sous hypnose, des choses comme ça, qui n'ont pas tout à fait la même nature, je pense, en sophrologie. Mais là encore, je pense que c'est une question de place du conscient et de l'inconscient, qui n'est pas vraiment perçue de la même façon, je pense, dans les deux. D'accord. Maintenant, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs casquettes et de faire à la fois l'un et l'autre et de bien connaître les deux et de savoir avec qui on fait l'un, avec qui on fait l'autre et peut-être même à quel moment on fait ça avec une personne, à quel moment on utilise l'autre avec la même personne. C'est, je pense, une richesse de toute façon. Oui, exactement, je suis d'accord. Et tu sais, beaucoup de personnes me demandent aussi, en parlant de l'état d'hypnose, avec l'état méditatif en fait, quand on est dans cet état méditatif, est-ce que ça, selon toi, encore une fois, le même état de conscience qui se modifie ou il y a
quand même un décalage, une différence. Là aussi, je pense qu'il y a à la fois des ressemblances et des différences. Je pense qu'en fait, dans toutes les approches qu'on connaît, je pense dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, il y a de toute façon l'idée que l'état de conscience modifié est une solution et une clé pour aider quelqu'un. Que ça s'appelle après méditation, que ça s'appelle rituel chamanique, que ça s'appelle... euh, enfin, on peut trouver plein de noms, plein de termes pour dire ça. Après, chacun a trouvé ses méthodes. Chacun a trouvé, puis il y a des méthodes qui correspondent à des cultures, à des mentalités, d'autres moins. Peut-être que l'hypnose, c'est la méthode occidentale, Mhm. mais qui a peut-être les mêmes buts à la base que la méditation, là, dans certains autres pays. On avait une tradition de ça en Europe qu'on a un peu perdue aussi. Ouais. On a une histoire assez riche de certains États qu'on appellerait aujourd'hui méditatifs, mais qui passaient par des rituels. On sait que ça a existé chez nous pendant très longtemps. Mais ensuite, je pense qu'il y a eu des différentes phases. Mais est-ce que la prière n'est pas une forme d'hypnose aussi, d'auto-hypnose? On peut se poser la question. Est-ce que l'introspection philosophique n'en est pas une aussi? On peut se poser la question. En tout cas, il y a ce point commun. Mhm. L'état modifié de conscience, c'est une clé pour accéder à quelque chose qui nous échappe d'habitude, à d'autres niveaux de compréhension. Les structures, après, elles peuvent être un petit peu différentes, mais on trouve certaines formes de méditation active qui sont très proches de l'hypnose quand même. Mhm. D'accord. Donc c'est vrai, comme tu dis souvent, on ne peut pas forcément définir la conscience. Et beaucoup de courants psychologiques ont défini l'inconscient. Oui, oui. Donc toi, comment tu le vois, cet inconscient? Et puis toujours pour les personnes, comment... Donc enfin, c'est complètement abstrait de parler de cette... J'essaie d'avoir une vision autant que possible qui colle à celle des neurosciences sur tout ça. Et comme tu dis, le problème c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'est le conscient, on ne sait toujours pas ce qu'est l'inconscient. On peut déduire par contre ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Je ne sais pas ce que c'est l'inconscient, mais je sais ce qui n'est pas conscient, ça c'est sûr. Et donc on va tout simplement se dire que tout ce qui n'est pas conscient est choisi et décidé par le conscient relève d'une vie inconsciente en nous. Et à partir de là, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Donc l'inconscience, c'est tout ce qui nous échappe, euh, c'est tout ce qui se fait malgré nous, c'est tout ce qui se fait en dehors de nos décisions. Par exemple, là, l'écoulement de mon sang se fait de manière inconsciente. Donc ça fait partie de ma vie inconsciente, tout ça. Ma pression sanguine se fait de manière inconsciente aussi. Mais si à un moment donné j'ai une accélération cardiaque, même si je comprends ce qui se passe, c'est quand même mon corps qui décide de cette réaction. Après, avec ma conscience, je peux essayer de la moduler, de réfréner cette réaction si je la trouve exagérée, de l'encourager si elle est bonne. Euh, C'est-à-dire que la conscience, elle peut rentrer dans le monde de l'inconscient. Là, cet exemple, c'est assez simple. Sous hypnose, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. On va amener la conscience là où elle ne va pas d'habitude. Donc en fait, même si on sépare conscient et inconscient, je pense que cette frontière, elle n'est pas facile à placer parce qu'elle se déplace Mhm. aussi. Et que justement, le but, parfois, c'est de la déplacer. Ouais. Ok. Et là, c'est une autre question quand même, si beaucoup de personnes aussi, euh, comme je pratique la sophrologie, me demandent comment en fait explorer les rêves lucides. Oui. Et donc je sais que tu l'as exploré toi-même. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes pour explorer en tout cas cette expérience C'est vaste, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. Ça commence par des choses toutes simples de s'approcher du rêve lucide. C'est peut-être déjà commencer à noter ses rêves, avoir l'intention de le faire pour mieux s'en rappeler. Et souvent, dès qu'on a envie de noter ses rêves, on commence à s'en rappeler mieux. Donc c'est déjà une première étape, parce qu'on guide notre inconscient vers ça. Ensuite, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe quand on s'endort. Je pense que c'est hyper intéressant de ressentir comment on a des changements physiologiques, comment nos pensées sont différentes au moment où on s'endort, pour appréhender un peu le monde du rêve, qui est une logique complètement différente. Et l'idée, ça va être d'effacer progressivement la frontière entre veille et sommeil. En fait, à force de faire des allers-retours entre l'un et l'autre, de mieux comprendre le passage de l'un à l'autre. De façon à pouvoir se rappeler du rêve au moment où on rêve. En fait, de suffisamment bien connaître le monde du rêve pour se dire à un moment donné, là, en fait, c'est pas la réalité, c'est un rêve. Et là, on se met souvent ce qu'on appelle des tests de réalité. des tests de réalité? Des tests de réalité, ça a été... le film Inception a beaucoup parlé de ça, en Ouais. fait, et a vulgarisé un peu ça. Mais c'est des choses qu'on retrouve dans... Je pense à des auteurs comme Castaneda qui en parlent, qui lui s'était fixé dans le rêve de se rappeler de regarder ses mains. Oui. Il se donne une tâche très précise qu'il doit refaire dans le rêve et qui est une connexion pour la conscience, en fait. Si dans le rêve, je me rappelle que j'ai quelque chose à faire, comme regarder mes mains, comme, je sais pas, claquer des doigts ou quelque chose comme ça, un acte que j'ai décidé consciemment que je dois refaire dans le rêve, ça recrée un pont pour que la conscience, elle se fraye un chemin dans le rêve. Donc c'est une des méthodes qui est utilisée. Mais ensuite, je pense que c'est intéressant de se rappeler qu'enfant, sans doute, on faisait beaucoup de rêves lucides. Et de se demander pourquoi un enfant en fait plus quelquefois qu'un adulte. Et je crois que se rapprocher aussi d'un état d'enfance au moment où on s'endort, pas se faire une régression, mais en tout cas se rappeler de la manière dont l'enfant regarde la réalité, la manière dont l'enfant pense,
au moment où on s'endort, je pense que c'est très encourageant aussi pour faire ce qu'un enfant fait naturellement. C'est-à-dire à un moment donné se dire je suis dans le rêve. Et donc peut-être que je peux l'explorer maintenant, cette partie de moi. Donc ça serait commencer par un rêve éveillé pour glisser ensuite dans un rêve lucide. Ça peut être ça. Une des choses que fait un enfant assez facilement, c'est ça. C'est Oui. à un moment donné de s'inventer un monde autour de lui. Et la frontière entre réel et imaginaire pour un enfant n'est pas tout à fait la même. Elle est plus flexible. Et je pense qu'en tant qu'adulte, quand on retrouve ça, on perçoit mieux la différence entre rêve et réalité et on se sent mieux dans le rêve aussi. Beaucoup de gens qui prennent conscience de leur rêve, donc qui ont un début d'accès au rêve lucide, se réveillent immédiatement, se peuvent éjecter du rêve. Parce que la réalité du rêve, souvent, leur semble trop étrange et trop, quelquefois même un peu effrayante. C'est, donc, je peux tout faire dans le rêve, je suis dans mon inconscient, etc. Alors que je pense qu'un enfant, au contraire, s'émerveillerait à cet instant-là. C'est génial, je suis dans le rêve et ne serait pas là en volonté, mais serait là en découverte. C'est pas la même attitude. Ok. Pour revenir donc à une séance d'hypnose, c'est quoi pour toi les bons ingrédients vraiment pour vivre une belle séance d'hypnose? Pour le praticien ou pour celui qui la vit? Ça peut être pour les deux, Pour les deux. mais en tout cas pour les personnes qui... On va prendre quelques basiques. La première chose, c'est qu'une séance d'hypnose, elle se construit sur l'objectif qu'une personne a. Donc il faut qu'une personne ait un désir déjà. Oui. Alors elle n'en a pas toujours clairement au début, mais on va l'aider à définir son désir. Quel est l'objectif, l'envie de la personne. De façon à ce qu'on ait une ligne directrice, quelque chose vers quoi on va vraiment. Ensuite, on va définir ça, on va essayer de comprendre quelles sont les motivations de la personne. Un praticien, il a besoin de comprendre le fonctionnement de la personne un minimum. Pas sa vie, mais son fonctionnement. C'est-à-dire comment elle appréhende sa vie intérieure, sa vie inconsciente. Et puis ensuite, il y a le passage sous hypnose, parce que c'est évidemment ce qui va pouvoir favoriser le changement. Là, le praticien va essayer de comprendre comment on peut décaler l'état de conscience de la personne, le faire en douceur, pour que ça soit agréable, pour que ça soit rassurant aussi. On va vérifier que la personne est bien rentrée dans l'état d'hypnose. Souvent, les gens imaginent des choses incroyables dans l'état d'hypnose, mais c'est très simple, un état d'hypnose. C'est quelque chose qui est à la fois déjà très agréable à vivre, dans lequel il se passe des choses, mais dans lequel on garde une part de contrôle quelque part. En tout cas, on pourrait l'arrêter, cet état, si on voulait, on pourrait reprendre le contrôle, mais on s'y laisse aller parce qu'on est guidé par la voix de l'opérateur, on est guidé par la personne. La relation de confiance, elle est importante, dans les ingrédients importants, et c'est là que ça se joue souvent. Est-ce que j'ai confiance en l'autre pour qu'il m'entraîne vers une partie de moi que je ne connais pas? Et puis une fois que l'état d'hypnose est vérifié, c'est tout simplement accompagner le changement, et là c'est au praticien de choisir le bon outil pour la bonne personne. Et c'est c'est là toute la richesse de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est que le praticien il doit construire par rapport à la personne, par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'il a perçu, par rapport aux résistances qu'il a perçues. Il doit fabriquer en quelque sorte le processus de changement idéal. On pourrait apparenter ça à un conteur qui raconte une histoire et qui doit, en trouvant les bons ingrédients de l'histoire, créer quelque chose de cohérent, quelque chose de fort. Si l'histoire est bonne, elle va nous marquer. Si l'outil hypnotique est bon, il va nous marquer inconsciemment. Et il va être un levier de changement. D'accord. Et il me semble essentiel en tout cas de faire la différence, maintenant que moi je l'ai bien comprise, Oui. dans le sens que une séance d'hypnose n'est pas du tout un état de relaxation, Oui, mais c'est oui. vraiment que la personne a la possibilité de travailler sur elle et qu'elle va être très active Tout à fait. dans la séance. Donc peut-être... Oui, c'est vrai que souvent il y a cette image-là, je vais être détendu sous hypnose. On peut être détendu, c'est pas qu'on l'empêche, mais c'est que c'est ni utile ni inutile, c'est juste du confort. Ce qui est utile par contre, c'est que quelqu'un qui rentre dans une séance d'hypnose se dise qu'il va vraiment travailler sur lui. C'est pas le praticien qui va travailler sur lui, c'est lui qui va travailler sur lui. Le praticien, l'accompagnant, ne va mettre en place que le contexte idéal pour ça, par ses questionnements, par la façon dont il va créer là l'état d'hypnose. Mais le travail va être vraiment fait par celui qui le désire. Donc c'est un état, en effet, comme tu dis, très actif. Ok. Et une dernière question, donc maintenant que l'hypnose dans nos sociétés est en train vraiment de revoir le jour, j'ai envie de dire, notamment dans les hôpitaux, quelle place elle a aujourd'hui dans les entreprises, selon toi, dans ce domaine-là? L'hypnose, avant tout, c'est une technique de communication, avant toute chose. Qu'ensuite on l'utilise dans les hôpitaux, ce qui se développe en effet de plus en plus, c'est très bien, mais c'est pas une discipline médicale. Et la communication, elle a sa place dans tous les endroits où les personnes communiquent. Un médecin avec son patient, bien sûr qu'il a besoin de savoir comment on suggère quelque chose, comment on encourage un changement. Mais un manager aussi, et pour les mêmes raisons et presque de la même façon. C'est-à-dire comment on aide les gens à dépasser des problématiques, des blocages, comment on recrée de la communication entre les personnes.
Malheureusement, en entreprise, les gens pensent que l'hypnose consiste à apprendre aux managers à, je sais pas, à presser leurs équipes comme des Ou à citrons, manipuler. ou à Voilà. manipuler et Ouais. tout ça, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à être plus autonomes avec l'hypnose. On règle les conflits, la négociation. L'entreprise utilise de plus en plus l'hypnose. On aide les personnes à se sentir bien, à trouver leur place. C'est important aussi. On crée une cohésion d'équipe. Donc c'est un outil qui permet une vraie communication saine entre les personnes. Ça commence à venir en entreprise, un peu plus difficilement peut-être que dans les hôpitaux. Euh, Tout simplement parce qu'il y a ces peurs-là, quelquefois. Mais en même temps, quand ça vient, les gens en ressentent vraiment un bénéfice assez important et je pense que ça va énormément se développer dans les prochaines années. Je pense que dans 10 ans, ça sera commun d'utiliser l'hypnose dans les entreprises. On sent qu'on est au début de ça. Il y a 10 ans, quand on disait que ce sera peut-être commun dans les hôpitaux de commencer à former le personnel à l'hypnose, les gens nous regardaient bizarrement. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc je pense que ça va être la même chose à ce niveau-là. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui hésitent encore à faire le pas de vivre vraiment une expérience? Je pense qu'il y a plusieurs sortes d'hésitation. Si c'est juste une crainte ou une peur, c'est dommage de ne pas faire quelque chose par peur ou par crainte. Dans ces cas-là, c'est intéressant d'essayer, de tester. Il y a plein de manières simples de tester les choses. De lire un peu sur l'hypnose, de comprendre son fonctionnement, ça rassure. Et ça permet de passer à l'acte. Euh, Quelquefois aussi, il y a autre chose. Il y a des peurs quelquefois qui existent derrière ça, un peu plus profondes, comme la peur que quelqu'un nous connaisse trop, nous pose des questions, etc. Et c'est pas ça qui se passe dans une séance d'hypnose. On n'a pas besoin de tout connaître de la personne, on ne va pas lui faire raconter des choses qu'elle ne veut pas dire. On ne fera que l'encourager à aller dans la bonne direction, mais on n'a pas besoin, on n'est pas indiscret dans une séance d'hypnose. Je crois en fait que quand quelqu'un s'intéresse à ce qu'est vraiment l'hypnose, quand il comprend le fonctionnement, ça le rassure assez naturellement, assez automatiquement. C'est-à-dire qu'on sort du fantasme pour aller vers quelque chose qui est finalement simple et plutôt attirant. Donc je crois que c'est vraiment le fait de comprendre le fonctionnement de l'hypnose qui permet aux gens à un moment donné de se dire que ça peut être une belle chose pour eux. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi.